dans un mur, mais à l'endroit où il y a une rupture. Combien? 5 mètres 75. Hein? Tu veux que je regarde un peu peut-être pour te dégager le toute l'année? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai l'impression. C'est vrai qu'à suivre, C'est trop facile. C'est bonheur. C'est bien du Romain quoi. Tu fais des bêtises quand t'es pas là. Et que des... Pas des trucs apaisants. Il y a le d'accord. Alors je ferai peut-être un diaporama avec. Donc c'est toujours beaucoup de questions autour de cette structure, avec des choses qui ont été dégagées très finement, comme des petites plaques d'enduit qui se trouvent ici, pour lesquelles on ne sait pas encore s'il s'agit d'enduit qui couvrait un mur ou alors d'un espèce d'enduit lissé qui était plutôt un sol. Ça fait partie des hypothèses. Ce matin, c'est je ne sais pas si tu les vois Henri, mais de gros fragments d'une urne en céramique non tournée avec, semble-t-il, un décor de chevron sur la panse. Alors c'est ici. Ah oui, oui, oui. Qui sont des éléments de céramique et de poterie qui fonctionnent directement avec cet ensemble. Donc on voit bien des briques qui sont encore entières ou quasi entières, certaines avec des décors probablement digités, donc des traces de doigts en fait simplement. Sur celle-ci, on retrouve ces traces de doigts et on se demande s'il n'y a pas eu un décor volontaire de chevron, puisque le décor semble se poursuivre sur la partie de la brique qui a disparu. Et la grande question est de savoir si on va prélever et envoyer ces adobes à l'étude, ou si on va les laisser, sachant qu'il va falloir les protéger très très bien pour les retrouver intacts l'année prochaine si on les laisse. Donc dans tout cet espace, on est arrivé sur un niveau brûlé avec des structures qui émergent déjà, qui affleurent déjà, qui semblent fonctionner avec le soubassement qui est là, ou en tout cas qui bute contre ce soubassement. Donc notamment cette plaque foyer. Donc on voit de la rubéfaction tout autour, c'est ce qui est orange, qui sera traitée elle aussi l'année prochaine, donc bien protégée. Et une structure ici, ou en tout cas un aménagement qui sera lui-même fouillé l'année prochaine. Donc avec une tache orange très rubéfiée et de la cendre de part et d'autre. En ce qui concerne l'UNF 41, donc le grand bâtiment, il y a des questions qui sont toujours en suspens, mais il est fort probable que ce bâtiment ait été fondé. C'est-à-dire qu'une tranchée ait été creusée avant l'installation des blocs. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va s'arrêter cette année sur un niveau qui
qui est visible grâce à tous ces tessons qui sont écrasés au sol, qui fonctionne avec ce bâtiment, donc a priori à l'extérieur. À cet endroit-là, on voit des gros trous. Donc non, ce n'est pas des trous de lapin, bien qu'il y en ait quand même. Mais c'est simplement le négatif de blocs qui devaient constituer ce mur, qui ont été arrachés, récupérés pour autre chose. Maintenant qu'on a fini de fouiller, on a en coupe on a la berne et on voit en fait se dessiner chaque couche. Alors on essaye de retrouver les couleurs et retrouver les textures pour ensuite les faire apparaître sur notre schéma. Et du coup on les numérote de manière claire pour comprendre l'enchaînement des couches. Et on s'aide aussi en plaçant ce qu'on voit. Donc on a des galets, on a des tessons, des fragments de céramique, des petits os et nous en fait ça donne ça. On vérifie que ce soit bien droit et on essaye de voir voilà, comment elles apparaissent. Donc il y en a certaines qui sont assez visibles. Là par exemple on voit bien, alors là on l'a tracé donc on voit bien la limite. Donc après on prend les mesures, on a notre mètre qui est là, on voit la distance et on la replace après sur notre papier millimétré. Donc là il faut vraiment enlever toute l'argile ici je pense, suivre le gravier en bas aussi. Et non. Après quand tu as fini tu reviens. Donc là, bon là ça continue, ok, là il n'y a pas, a priori il n'y a pas trop de problèmes je dirais là. Ouais donc là vous suivez, ok. Bah là tu vois après, là j'ai vraiment l'impression qu'il y a autre chose. Je sais, ça fait peut-être plus partie du niveau de sol ou alors tu vois c'est... Là j'ai peut-être l'impression que tu vois, ça marque, ce truc là c'est l'impression que ça marque peut-être la limite. Tu vois. Du coup au terme de cette campagne, on s'est principalement concentré donc, sur cette maison, donc l'UNF 40, qui est délimitée donc, toujours par ces mêmes murs qui ont été assez bien dégagés ici et ici. On voit le mur MR005 qui se prolonge jusque là. Donc ça délimite un bel ensemble dans lequel on a cette structure bâtie. Elle est délimitée par plusieurs parois rubéfiées qu'on voit ici en orange ici, avec du gravillon ici. Et en fait, on a l'impression qu'à une époque, il devait avoir un foyer, une sole, parce que là, on voit plusieurs éléments de sol qui sont là, là et encore là. Et en fait, on a l'impression que c'était un foyer en fosse qui en fait a été perturbé à une époque postérieure et qui a été creusé, dans lequel qui a servi de dépotoir, dans lequel on retrouve des pierres, des céramiques plantées et des fragments de meules, etc. Donc on a vraiment l'impression d'avoir un foyer ici très perturbé et qui n'est pas forcément en place. À l'extérieur de la maison, qui est sans doute à une époque postérieure aussi, une autre structure a priori ou en espace a priori couverte ou du moins semi-ouvert. Un mur ici, donc plutôt en basalte, qui est complètement accolé au mur précédent, mais qui est légèrement plus ancien et surtout qui est dans un appareil tout à fait différent. Ici du basalte alors qu'ici on a du galet. Donc cet ensemble là il fonctionne avec tout ce niveau de gravier qui s'étend, qu'on voit très bien, qui s'étend jusque là, jusqu'à ce retour de mur. Donc là on a un espace très bien délimité qui doit fonctionner aussi avec ce niveau de galet qu'on a déjà découvert depuis une semaine. On a identifié plusieurs éléments dans ce niveau de sol, des trous de poteaux ici et ici qui ont été fouillés. Donc ils ont été découverts parce que le niveau de sol était percé, le comblement était légèrement différent. Donc voilà, on a des trous de poteaux qui servaient sans doute à supporter des poutres, enfin des poteaux supportant des charpentes ou toutes sortes d'éléments. Et en fait, ce niveau de sol, ce qui est intéressant, c'est qu'il est clairement délimité sur son flanc occidental et méridional par une espèce de ligne plus limoneuse qu'on voit ici et qui fait un angle vers ici. Et on suppose en fait qu'il y avait
un mur en bauge. Donc c'est un mur en argile et donc qui a complètement fondu et complètement disparu. Et qui en fait ici aurait formé une légère dépression. Qu'on voit ici. Là, ce gros trou, ça a été réalisé pour un prélèvement micromorphologique afin d'analyser en laboratoire plus particulièrement le sédiment de cette petite cuvette. On achève la fouille à moitié du dépotoir qui vient recouvrir la voie, dont on a retrouvé l'ultime recharge sous mes pieds. Donc un cailloutis très fin et très bien construit. Donc ça porte à 4 le nombre de recharges de cet espace de circulation qu'on avait dégagé en début de campagne et qui se poursuit vraisemblablement sous mes pieds, là, sous ce dépotoir cendreux. Et ce qui est intéressant qu'on a découvert là sur les ultimes jours de cette campagne de fouille, c'est l'angle de ce bâtiment qui vient borner de ce côté-ci à l'ouest notre espace de circulation. Un bâtiment qui interpelle un petit peu, donc on n'a pas une grande surface pour raisonner, mais qui interpelle un petit peu dans la mesure où, en termes de construction, dans cet angle, on a une pierre en calcaire qui est employée, qui est mise en œuvre, une pierre qui est à peu près taillée et surtout qui est donc en calcaire, et ça c'est un matériau qui est très rare en fait sur le site. Et elle est vraiment, c'est une pierre d'angle, une pierre qui vient chaîner les deux pans de mur qui s'articulent perpendiculairement, qui eux sont le reste du tracé de ces murs est en pierre de basalte, c'est quelque chose de plus traditionnel. Donc ça déjà, ça interpelle un petit peu. Ce bâtiment, évidemment, on ne va pas le fouiller, on ne va pas le dégager parce qu'on ne comprendra pas, on a vraiment un tout petit pan de ce bâtiment et la fenêtre est trop réduite pour comprendre à quoi on a affaire. Et on commence à discerner différentes couches qui correspondent probablement à l'abandon. En tout cas aux éléments d'architecture qui ont fondu sur place. Et on discerne deux choses distinctes. Une bande plus jaunâtre et plus caillouteuse ici, délimitée par ces pierres, et qui se poursuit là parallèlement à ce parement qu'on a ici. Très probablement on est sur le parement interne. Et ça c'est intéressant aussi parce que si ça se confirme, donc on n'aura pas le temps de le confirmer cette année, mais si ça se confirme par la suite, on arrive sur une épaisseur de mur qui est assez conséquente, là, qui fait au moins 60-70 cm de large. Ça, c'est des choses qui sont beaucoup plus épaisses, des murs qui sont beaucoup plus épais que ce qu'on connaît habituellement dans les bâtiments, les maisons plus traditionnelles qu'on a fouillées jusqu'à présent. Donc voilà, on a peut-être quelque chose ici, peut-être un édifice un petit peu particulier, marqué par cette pierre taillée en calcaire dans l'angle, et puis par les épaisseurs de murs. Et sur le flanc occidental de ce bâtiment, on a mis au jour une couche de destruction, là aussi qu'on n'a pas pu appréhender et qu'on fouillera l'année prochaine, qui pose un peu les jalons de la fouille à venir. Couche de destruction marquée là par des niveaux cendreux, des niveaux charbonneux, des niveaux rubéfiés, et qui évoque grandement ce qu'on avait pu observer de l'autre côté de l'espace de circulation dans le cœur de l'habitat. Donc voilà, c'est intéressant parce que c'est des éléments qui viennent vraiment structurer notre espace de fouille et on commence à mieux se repérer spatialement et comprendre comment l'habitat a été structuré. Ça devient très intéressant pour nous. Donc en fait c'est un étiquetage pour se repérer, pour se rappeler un peu ce qu'on a fouillé avant, puisque l'archéologie c'est une science qui détruit son sujet d'étude. Donc à chaque fois qu'on va vouloir étudier une couche, pour faire ça on est obligé de l'enlever et donc on ne l'aura plus en place. Donc ça c'est des bermes, on appelle ça des bermes, c'est des témoins de ce qu'on a fouillé en fait. Et du coup, on trace dans la berme les limites des couches qu'on a fouillées pour pouvoir avoir un témoin et repérer l'altitude de chaque couche les unes par rapport aux autres, comment ça s'organise, etc. Ça nous permet aussi de faire ce qu'on appelle des sections ou des relevés. Donc c'est des dessins on va dessiner ce qu'on a dans la berme. Donc on va prendre une feuille de papier millimétré, généralement ça se fait au 20e sur des grandes portions comme ça. Et on va redessiner, donc on va mesurer à chaque fois l'épaisseur, les altitudes de chaque couche et on va les redessiner sur du papier. Et du coup là on marque les petites étiquettes, c'est des numéros qui nous permettent de nous rappeler à quel US ça correspond. On fait ça un peu partout, il y en a tout le long là.
Donc le fossé, on a vu qu'il y avait le creusement là qui venait couper une structure hydraulique qui date probablement de l'époque romaine. On a suivi le creusement donc, à l'est qui est ici, qui part quand même assez en pente, il plonge bien. De l'autre côté, le creusement on l'avait déjà à l'ouest, qui avait à peu près la même forme aussi, qui est bien vertical. Et étant donné le temps là qui nous restait, vu qu'on a on a eu un peu de mal à trouver la limite est du fossé, ça nous a pris plus de temps que prévu. Donc vu le temps qui nous restait, on a décidé de faire un sondage à l'intérieur du fossé pour essayer d'atteindre le fond du fossé et voir un petit peu le profil qu'il pourrait avoir. Est-ce qu'on aurait plutôt un fossé en V, un fossé avec des parois très verticales qui a l'air très profond, un truc un peu moins profond qui s'aplatit sur le fond, etc. Donc là, on a un sondage du coup. Au-dessus, il y avait beaucoup de niveaux de galets, de gravier, de cailloutis. Et là, on atterrit sur des couches qui sont beaucoup plus argileuses, où il y a beaucoup moins d'inclusion de cailloux. Il y a même moins d'inclusion tout court. En termes de mobilier, c'est pareil. Hein. Je sais pas, là, vous n'avez pas beaucoup de... Ouais. Là, on arrive sur des couches qui sont quasiment stériles. Hein. Il n'y a presque pas de mobilier. Le dernier niveau, il y avait un seul tesson. L'objectif d'ici demain, c'est d'avoir le fond. Il faut speeder un peu. En même temps, on essaye aussi évidemment de comprendre comment les unités stratigraphiques s'organisent les unes par rapport aux autres. Donc sur une petite fenêtre comme ça, c'est pas forcément évident. Mais je pense qu'on s'en sort pas trop mal. Là, on est sur des structures qui sont antiques et que ça fait pas partie de notre programme de recherche et de nos intérêts pour la fouille qui a été ouverte. Les objectifs, c'était vraiment de fouiller les niveaux protohistoriques. Donc là, si on est sur des niveaux antiques, en fait, les sociétés protohistoriques, ce sont les sociétés qu'on connaît par d'autres sociétés qui ont eu l'écriture, mais qui n'avaient pas l'écriture. En gros, c'est ce qu'on va appeler, c'est les Celtes ou les Gaulois, ce qu'on appellerait les Gaulois, même si c'est pas un terme qui est très juste. Donc ici, en Languedoc oriental, c'est des questions de datation aussi. En Languedoc oriental, ça va aller jusqu'à l'occupation romaine en fait. Donc c'est jusqu'au 2e avant, c'est ça. Jusqu'au 2e siècle avant à peu près. Après, il y a aussi des cohabitations qui se font à certaines périodes. Là-bas, il n'y a pas de Romains du tout. Clairement, on est sur du 5e siècle avant Jésus-Christ. Bon, les Romains, ils n'étaient pas là du tout. Ici, on peut être sur des niveaux du 2e siècle avant Jésus-Christ, donc c'est un peu... Il y a l'occupation romaine qui commence déjà à être bien présente dans cette région et il peut y avoir eu des cohabitations entre deux cultures différentes. Là, vous avez la 48, c'est ça? Ok. On est en train de taper dans les 48. Ça me va bien. Et là, vous avez purgé la 46, 46 ouais. Partout. Par endroit, il y avait ça, et par endroit, il y avait ça. Quoi. Ok, d'accord. Bon, il restait pas grand-chose. Il y a... Je sais pas si c'est... Ouais. Ok. Et du coup, là-bas, on a fouillé les niveaux qui venaient recouvrir la structure bâtie. Niveaux qui ont été coupés par l'installation du fossé également. Et l'idée, c'était d'essayer d'atteindre la base de la structure et de voir sur quel niveau cette structure était installée. Donc là, c'est le niveau qu'ils viennent de terminer de fouiller, dans lequel d'ailleurs il n'y a que de la céramique protohistorique. Donc voilà. Et là, en fait, on est en train de fouiller les tout derniers niveaux qui viennent s'installer visiblement sur le substrat naturel, enfin sur la roche-mère, c'est celle dans laquelle a été creusé le fossé ici. Donc c'est un niveau qui est très gravillonneux, très rouge, et où il n'y a pas du tout du coup de mobilier céramique ou phonique. Donc là, il reste, je pense, encore ce niveau de cailloutis qu'ils sont en train de fouiller, et en dessous, on aura le substrat probablement dans la journée. Ce serait bien. On va faire une petite juette. Il manquait les deux qu'on a pas fouillé, qu'on a documenté. Puis ceux qu'on a fouillé, on a fouillé.
Alors, du coup ici au début on était parti sur une structure bâtie avec ces parois rubéfiées qu'on voyait de part et d'autre, qui étaient assez bien délimitées. Et au fur et à mesure de la fouille, ce qui s'est présenté, c'est qu'on avait plutôt, on a l'impression d'avoir deux fosses qui ont percé des niveaux en place, dont les creusements sont assez nets. Ils viennent entamer les différentes parois de la structure. Et en fait, on a fait plusieurs découvertes dans les différents encombrements de ces fosses. Et l'une qui est assez intéressante, enfin du moins énigmatique hier, c'est qu'ici, Jeanne Flore en fait, a détouré et fouillé une tête de chien qui était assez bien conservée. Et elle présentait en fait une particularité puisqu'elle a des traces de découpe au niveau des mandibules en fait, sur le crâne. Donc les mandibules ont été retirées volontairement ou l'animal a été dépecé. Du coup, cette tête de chien plus la découverte de certains objets céramiques un peu particuliers indique qu'on est dans une fosse un petit peu avec un mobilier un petit peu original. Donc en gros, c'était un pied de coupe ou d'urne en céramique non tournée gauloise. Et en fait, elle a été visiblement sciée dans sa partie haute. Et il y a un petit trou qui a été aménagé, un petit peu poncé, qui a été découvert du coup dans cette fosse. D'équipe. Ouais, et qui a des faibles qui utilisent. Eren, Alexandre. sors ta poubelle. Sponsor, moi. Je suis sponsor. On va sur internet. Du coup, Pour un siège oui, voilà. Bon, on se positionne où? Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Arcadec? Il faut pas. On dit pastis. Attendez, on voit pas stage. Allez, on voit pas là, Marie. Allez, viens, mon frère. Alors, c'est un souvenir que vous prenez? Mais c'était les lots de gaine, les lots de céramique, c'est ça? Oui, les lots de céramique. Du coup, elle vous a expliqué? Non. Donc en gros, c'était un pied de coupe ou d'urne en céramique non tournée gauloise. Et en fait, elle a été visiblement sciée dans sa partie haute. Et il y a un petit trou qui a été aménagé, un petit peu poncé, qui a été découvert du coup dans cette fosse non loin du crâne de chien. Ouais, mais attends. Ici au niveau de la... Ouais, bien faire, ouais.
fait un prélèvement micromorphologique. Le travail au piochon est vendu. C'est vraiment de la merde. Je sais pas comment tu peux apprécier un piochon ou une pétine moche. Tu veux qu'on aille chercher un piochon? Je mets les numéros de bœuf directement sur le prélèvement avec les clous. On a 3 US. C'est celle du dessus, c'est 58. 58, 57.